En l'espace de 20 ans, la guerre a ravagé le Moyen-Orient 4 fois. En 1991, les armées alliées ont combattu pour chasser les envahisseurs irakiens du Koweït. À la fin du conflit, l'armée irakienne était très affaiblie, mais elle avait eu le temps de mettre le feu aux champs de pétrole du Koweït. L'industrie pétrolière occidentale en était arrivée à dépendre quasi entièrement des gisements du Golfe Persique. Les hommes du pétrole ont vécu pendant 40 ans en sachant que 60% des réserves mondiales se trouvaient dans les pays du Golfe, c'est-à-dire une région sensible, quelque peu féodale, où les forces modernes se heurtent constamment à de vieilles habitudes religieuses. L'horreur de la guerre est toujours présente à l'esprit de l'ancien ministre du pétrole du Koweït. Les Koweïtiens qui ont vu des jeunes gens se faire tuer, des jeunes femmes se faire violer, les Koweïtiens qui ont vu le feu mis au champ de pétrole sans autre raison que la haine, auront du mal à l'oublier. La guerre du Golfe et le destin du Koweït étaient le résultat d'un processus enclenché 20 ans auparavant. Pendant plus d'un siècle, le Koweït et les États du Golfe avaient été protégés par les Britanniques. Mais en mai 1971, à la consternation de quelques émirs, un changement brutal eut lieu dans l'équilibre des pouvoirs. Our defense planning will be based on the withdrawal of all our forces from the Persian Gulf to take effect by the end of 1971. Le retrait des Britanniques à l'est de Suez laissa un vide militaire dans la région et, dans une certaine mesure, un vide politique. Les Américains étaient mal placés pour remplir ce vide pour deux raisons. Il y avait d'une part nos relations avec Israël et d'autre part l'opinion publique américaine qui ne souhaitait pas que le pays prenne des engagements supplémentaires à l'étranger. Et l'opinion publique détermine la politique étrangère américaine. Alors, pour combler le vide et contrer les soviétiques, le président Nixon se tourna vers le Shah d'Iran. Armé par l'Ouest, le Shah devrait protéger le Golfe et son pétrole. Parmi les pays présentant une menace éventuelle pour la paix du monde, l'Iran occupe une position centrale. Le Shah était tout à fait désireux de devenir le gendarme de cette région. Il ne faut pas oublier que c'était le roi des rois. Voilà un homme qui insistait pour qu'on l'appelle « Votre Majesté impériale ». L'Iran était un empire. En fait, ce n'était qu'une nation, la nation perse. Mais c'était un empire dans l'œil du Shah et il agissait en conséquence. C'est essentiellement ce qui l'a conduit à sa chute. Les 100 millions de dollars qu'il dépensa pour son couronnement offensèrent les chefs religieux fondamentalistes et obligèrent de nombreux étrangers à se poser des questions sur lui. Il essayait de s'identifier avec les grands rois et empereurs qui avaient jadis bâti de vastes empires perses. Il voulait montrer au monde que le passé glorieux de l'Iran et ses projets d'avenir lui donnaient toutes les raisons d'espérer
la renaissance d'une grande civilisation iranienne. Le Shah désirait allier la force industrielle allemande et la grande pompe anglaise. Le Shah souhaitait prouver au monde qu'il avait de grands idéaux et des plans pour le développement de l'Iran. Le financement viendrait naturellement de la vente du pétrole. Pour financer ses ambitions, le Shah augmentait rapidement la production de pétrole iranien. Mais le roi des rois n'avait aucun pouvoir sur le prix du baril. C'est avec l'argent du pétrole que nous développons notre pays, que nous construisons un barrage, que nous aidons l'agriculture, l'industrie et tout le reste. Et nous obtenons moins d'argent pour notre pétrole qui va s'épuiser un jour. Il ne sera pas éternel. 20, 30, 50 ans et ce sera terminé. Et c'est la seule richesse de certains pays. Tous les pays arabes producteurs de pétrole pensaient que l'Occident en prenait à son aise. L'Ouest avait besoin d'une énergie bon marché pour alimenter sa civilisation industrielle. Et l'Ouest recevait cette énergie bon marché comme si c'était son droit le plus absolu. On disait couramment à l'époque que les Arabes et les Iraniens n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas boire leur pétrole. Il fallait qu'ils le vendent. On trouvait ça normal. Ces gens vendraient au prix qu'on leur fixerait et il n'y aurait aucune conséquence pour la prospérité et l'indépendance de l'Ouest. Quand Sir Peter Walters est devenu le président de la BP, elle appartenait encore pour moitié au gouvernement britannique. Et les compagnies pétrolières commençaient à devenir la cible des nationalistes. Selon le vieux système des concessions, BP était propriétaire de son pétrole. Le vieux système des concessions et le droit au pétrole brut étaient le fondement de BP jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, quand tout a changé. BP s'appuyait sur l'Iran, l'Irak et le Koweït et était sans doute la meilleure au monde pour découvrir du brut. Mais tout son succès reposait sur ce vieux système. Une grande partie du pétrole de BP provenait du Koweït. Ce petit État renferme 10% des réserves mondiales. Durant de nombreuses années, l'industrie pétrolière naissante du Koweït a été soutenue par le cheikh Ali Khalifa Al-Sabah, membre de la famille royale. Le Koweït était un pays pauvre au milieu d'une région pauvre. Jusqu'à un certain point, nous faisions mieux que les pays qui nous entouraient parce que nous pêchions des perles dont nous faisions commerce. Pendant des années, le commerce des perles a soutenu l'économie du Koweït. Mais quand le Japon lança les perles de culture dans les années 20, sa situation économique périclita. Puis, le pétrole transforma le Koweït. En 1938, BP et la compagnie américaine Gulf trouvèrent des gisements. La richesse du Koweït augmenta, en même temps que son ressentiment contre les compagnies pétrolières. Pour les gens qui ont grandi au Moyen-Orient dans les années 50 et 60, les compagnies pétrolières étaient de monstrueuses sangsues. On rêvait de se débarrasser d'elles et de créer un monde neuf dans la région. Le cartel, les Sept Sœurs avaient le pouvoir et la force. On avait un sens aigu de cette puissance qui nous écrasait. Les gens se sentaient complètement à la merci de ces compagnies. Pendant plusieurs dizaines d'années, Gulf et BP avaient investi beaucoup d'argent et de passion au Koweït. On avait l'impression de construire quelque chose avec les Koweïtiens, quelque chose d'important pour nous tous.
On pensait faire partie d'une équipe, d'une famille. Ce fut une grande déception et un grand choc émotionnel quand on a réalisé qu'ils ne nous considéraient pas du tout comme leur famille. Ils avaient l'impression d'avoir été exploités. L'importance des compagnies pétrolières occidentales se traduisait par une grande communauté d'expatriés. Mais ces derniers donnaient trop souvent aux Koweïtiens l'impression d'être des étrangers dans leur propre pays. Les compagnies pétrolières étrangères en général, et British Petroleum en particulier, traitaient les gens du pays comme s'ils étaient inférieurs à leurs propres ressortissants. Vous n'allez pas le croire, mais aussi tard que 1959, les ingénieurs koweïtiens ne pouvaient pas devenir membres du club Oubara à Hamadi. Il fallut l'intervention personnelle de celui qui est aujourd'hui l'émir du Koweït pour mettre un terme à cette discrimination. Mais la rancune ne disparut pas pour autant. Nous n'avions pas l'impression de mal nous conduire. C'est maintenant, avec le recul, que nous comprenons de mieux en mieux que les graines du nationalisme étaient en train de pousser. Les gens avaient l'impression que des décisions importantes affectant leur vie et leur pays étaient prises à Londres ou à Pittsburgh. Ils ne pouvaient pas l'accepter. Ils voulaient que ces décisions, bonnes ou mauvaises, soient prises par eux-mêmes dans le cadre de leur système politique. Je crois qu'à court terme, le prix du pétrole est décidé politiquement. Mais à long terme, ce sont les facteurs économiques qui le déterminent. C'était ce qui arrivait dans le passé et c'est pareil maintenant. À cette cérémonie de fiançailles traditionnelle, l'homme qui présente les fiancés est le cheikh Ahmad Zaki Yamani. Le ministre du pétrole d'Arabie Saoudite adorait arranger des mariages. Dans un sens, Yamani est la quintessence du nouveau personnage né dans les années 70. Ce n'est plus l'homme simple du désert, c'est un fils de la péninsule qui a fait ses études à l'Ouest, qui va obtenir de meilleurs contrats pour les Arabes, car il connaît forcément toutes les combines de l'Ouest. Ahmed Zaki Yamani parvenait à allier la tradition et le modernisme. Il est devenu ministre du pétrole très jeune. Il savait se montrer très patient au cours des négociations. Au début des années 70, un homme du pétrole avait dit « Il finit par vous rendre fou avec sa douceur calculée ». Comme le Shah d'Iran, Yamani trouvait que le prix du pétrole fixé par l'Ouest était ridiculement bas. Lors d'une conférence à Téhéran présidée par le Shah, les compagnies qui avaient pris place autour de la table de négociation furent obligées d'augmenter le prix du baril de 35 cents. Les pays producteurs avaient pu demander à s'asseoir à la table de conférence parce qu'au début des années 70, ils commençaient à dire « le pétrole est à nous, nous pouvons le produire et développer la production comme nous le voulons. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous, les compagnies pétrolières, eh bien c'est simple, nous prendrons le contrôle. » L'accord de Téhéran a donné pour la première fois aux pays producteurs l'occasion de fixer les prix du pétrole avec les compagnies. Leur position se trouvait renforcée par le simple fait que la demande en pétrole dépassait l'offre et les possibilités d'augmentation de la production. En clair, le pouvoir tombait entre les mains de ceux qui possédaient le pétrole. Le marché allait appartenir aux vendeurs. Ce changement total sur le marché mondial du pétrole était inquiétant pour les intérêts occidentaux. La demande croissante et insatiable des nations industrielles de l'Ouest, qui coïncidait avec un marché en perte de vitesse, donnait un pouvoir politique aux pays producteurs et un pouvoir politique qui bénéficiait de l'arme pétrole. Le président égyptien Anwar el-Sadat projeta d'utiliser l'arme pétrole contre Israël. Le roi Faisal d'Arabie Saoudite lui promit son aide et, s'exprimant à la télévision américaine, prévint de ce qui pourrait arriver. Nous ne souhaitons pas limiter nos exportations de pétrole à destination des États-Unis.
Mais, comme je l'ai souligné, l'appui total de l'Amérique envers le sionisme nous permettra difficilement de continuer à satisfaire ses besoins et même de maintenir notre amitié avec les États-Unis. Washington ne tint aucun compte des avertissements. Pendant tout le printemps et l'été 1973, l'Arabie saoudite avait essayé de faire comprendre aux États-Unis que si une guerre éclatait et qu'ils aidaient trop ouvertement Israël, il y aurait une violente réaction dans le monde arabe et que dans cette guerre, le pétrole serait utilisé comme une arme. Mais le gouvernement américain choisit d'ignorer ces avertissements. Pendant la fête juive de Yom Kippour d'octobre 1973, les forces égyptiennes traversèrent le canal de Suez, tandis que les forces syriennes attaquaient au nord. Pris par surprise, les Israéliens durent se replier. À Vienne, les pays de l'OPEP se préparaient à rencontrer les compagnies pétrolières occidentales pour pousser de nouveau les prix à la hausse. Les délégués n'étaient pas encore tous arrivés le jour où la guerre israélo-arabe éclata. Deux guerres étaient déclarées, l'une sur les champs de bataille du Moyen-Orient et l'autre dans les couloirs de l'hôtel intercontinental de Vienne. Toutes les deux allaient secouer le monde. Octobre 73 marque le tournant où pour la première fois l'OPEP a décidé seul du prix du pétrole sans les grandes compagnies. Deux ou trois personnes se rassemblaient dans la suite de Yamani, par exemple. Nous étions au courant des prix de vente des produits occidentaux et nous les comparions au prix du brut. Le partage n'était pas équitable. Pour les hommes du pétrole comme nous, ce qui était en question, c'était la future dépendance de l'Ouest par rapport au Moyen-Orient. Nous savions que les compagnies pétrolières allaient résister farouchement. Nous envisagions une augmentation de l'ordre de 35 à 40 cents le baril. Alors, nous avons demandé une augmentation de $6 le baril. Nous avons senti que c'était l'occasion d'échapper à la mainmise des compagnies pétrolières et de discuter les prix entre nous. Les délégués arabes très nerveux écoutaient leur radio pour entendre les dernières nouvelles du front. Elles étaient bonnes pour eux. Débordé et craignant la défaite, Israël supplia le président Nixon de lui envoyer des armes. Les États-Unis souhaitaient aider Israël, mais ne voulaient pas le faire ouvertement. Henry Kissinger me demanda de persuader les Israéliens de décharger les avions la nuit. Nous allions établir un pont aérien sous le couvert de l'obscurité. Mais il y eut du retard. Et en fait d'obscurité, les premiers avions ont atterri en Israël par grand jour, un dimanche matin, devant les caméras de télévision. Des circonstances qui ne favorisaient pas vraiment la discrétion des Américains. Puis, la bataille tourna à l'avantage des Israéliens. La conférence de Vienne fut ajournée et les délégués de l'OPEP prirent l'avion pour Kuwait City. Ils avaient à peine débarqué que leur décision était déjà prise.
Nous sommes tous partis pour le Koweït, tous les membres de l'OPEP, pour mettre au point un accord. Nous nous sommes réunis dès le premier soir et nous avons décidé deux choses. D'abord, une augmentation substantielle des prix, puis de nous retrouver le lendemain pour voir comment aider la cause arabe dans le conflit. À l'hôtel Sheraton, les exportateurs arabes tombent d'accord pour mettre à exécution la menace du roi Faisal, utiliser l'arme pétrole. Les choses allaient mal du côté arabe. Et durant la dernière partie de la guerre, nous n'avions plus le choix. Nous devions utiliser les moyens à notre disposition pour attirer l'attention du monde sur la nécessité de régler ce conflit israélo-arabe. Alors nous avons décidé de réduire la production. L'embargo sur le pétrole provoqua la panique et le chaos à l'ouest. Moi, je n'habite plus bas à Rhodes. Je suis allé à la 96e rue, mais il y avait une queue d'1 kilomètre. Alors je me suis dit que je n'arriverais jamais à Monroe. En Amérique, le prix de l'essence augmenta de 40%. Si je n'ai droit qu'à 4 $, je ne vais pas aller très loin. Tout le monde devait faire la queue pour l'essence. Les Américains devaient faire de longues queues aux stations-service. Ces gens, à l'autre bout du monde, les obligeaient à remettre en question leur certitude impérialiste. Ils réalisaient pour la première fois que leur vie, leur prospérité, leur confort dépendaient d'outsiders. L'embargo causa un grand choc au monde industriel occidental. Nous avions connu une période de croissance constante depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était le plus sérieux coup jamais porté à l'économie du monde entier. Bien que paralysée par le scandale du Watergate, l'administration Nixon dut alors concentrer son attention sur le Moyen-Orient. Et le secrétaire d'État Henry Kissinger s'embarqua dans une ronde sans fin de réunions diplomatiques. Henry Kissinger avait l'habitude de dire qu'il ne connaissait aucun des pays s'étendant au sud des Pyrénées. Il ne se souciait pas du tiers-monde et pas davantage du monde arabe. Il avait même déclaré aux Égyptiens « Les amis, pour qu'une crise m'intéresse, il faut qu'elle soit grave ». La crise du pétrole l'était suffisamment pour l'obliger à faire le déplacement dans la région. Mais tous ses efforts diplomatiques n'avaient qu'un but, faire cesser l'embargo. Le choc pétrolier secoua aussi le Japon. En décembre, le prix du pétrole avait de nouveau doublé. Confrontés à la crise du pétrole de 1973, les Japonais sentaient le pays en danger. Et par voie de conséquence, leur avenir l'était aussi. Alors, il fallait tout mettre en œuvre pour faire face à la situation. Naohiro Amaya devint le moteur d'une transformation extraordinaire de la stratégie industrielle du Japon. Jusque-là, l'industrie japonaise dépendait lourdement du pétrole. Alors, le gouvernement a décidé qu'elle avait besoin d'être réformée. En limitant la dépendance envers le pétrole et en développant la haute technologie, le Japon est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le choc pétrolier fut un bien pour le pays. Les Japonais ont soudain pris conscience de l'importance du développement de la haute technologie. Dans leurs efforts incessants vers plus d'efficacité, les Japonais ont mis partout les puces informatiques au travail, jusque dans le moindre des robots ménagers. Même les lave-linges ont bénéficié de circuits intégrés. Soudain, ce n'était plus de simples muscles qui secouaient le linge. Une espèce de cerveau contrôlait tout le processus. Nous sommes très pauvres en ressources naturelles
Mais nous sommes très riches en ressources ici. La crise pétrolière se révéla donc être un bienfait pour le Japon. Le succès actuel des voitures japonaises à consommation réduite a pris naissance à ce moment-là. Jusqu'au début des années 1970, les voitures japonaises ne représentaient pas un gros pourcentage de ventes sur le marché mondial. Mais au moment du choc pétrolier, les acheteurs ont commencé à s'intéresser davantage à la consommation qu'aux performances et à la vitesse. Et dans ce domaine, les Japonais étaient prêts. Les Toyota, les Nissan, les Honda attendaient d'être livrés. C'étaient des voitures de qualité qui consommaient peu. Elles ont donc obtenu un grand succès sur le marché américain et dans le monde entier. Et bien sûr, elles sont restées une force importante, pour ne pas dire dominante, sur le marché automobile international. Au Japon, le grand choc pétrolier a permis d'établir les fondations du succès actuel. Ont su surmonter leur peur et leur pessimisme. Voitures, ordinateurs, électronique, économie d'énergie sont les éléments qui en ont fait une superpuissance économique. Et des milliards de pétrodollars commencèrent à inonder des sociétés traditionnelles, comme celle de l'Arabie Saoudite. Lors des ventes de voitures aux enchères à Jeddah, de simples citoyens étaient en mesure de payer comptant. L'OPEP avait pris les commandes. Une nouvelle et vaste richesse se trouve maintenant entre les mains des Arabes. Et ils ont conscience que tout ce que l'on trouve à l'Ouest est à leur portée. Les objets les intéressent, mais pas le mode de vie. Ils veulent les machines, les industries, et ils savent qu'ils peuvent se les offrir. En 1972, les exportateurs de pétrole avaient gagné 23 milliards de dollars. 3 ou 4 ans plus tard, leur gain dépassait 140 milliards de dollars, c'est-à-dire 6 fois plus. Une fierté retrouvée soutint la ferme détermination de prendre entièrement le contrôle de leurs industries pétrolières. À leur début, les compagnies pétrolières traitaient les pays producteurs avec un certain degré d'indifférence, pour ne pas dire d'arrogance. Les fournisseurs n'appréciaient évidemment pas, et ils ont pu prendre leur revanche plus tard, quand le pouvoir a changé de main. Alors à ce moment-là, ce sont les compagnies pétrolières qui se sont senties humiliées d'avoir affaire antichambre jusqu'à ce qu'on daigne s'apercevoir de leur présence. On nous traitait avec hostilité. Nos propositions étaient reçues avec dédain. Les Koweïtiens se montraient très durs. Ils souhaitaient notre départ, tandis que nous estimions avoir un avenir commun. Nous avions travaillé au Koweït pendant des années en étroite collaboration, investi d'énormes sommes d'argent. Et il nous paraissait invraisemblable qu'on puisse nous jeter dehors. Les compagnies pétrolières devaient franchir une barrière psychologique. Elles devaient arriver à se convaincre qu'elles ne contrôlaient plus l'industrie pétrolière du Koweït et qu'une ère nouvelle commençait. Quand elles furent enfin persuadées que les Koweïtiens allaient nationaliser leurs concessions, BP et Gulf réclamèrent 2 milliards de dollars de compensation. Elles obtinrent 50 millions. Les majors et les plus petites compagnies durent se rendre à l'évidence. Les immenses gisements pétrolifères du Moyen-Orient n'étaient plus à leur disposition. Alors, le problème numéro 1 était d'en trouver d'autres au plus vite. Et une vaste chasse au pétrole s'organisa dans le monde entier. C'est ainsi que les compagnies intensifièrent leurs recherches dans les eaux glaciales de la mer du Nord.
C'était risqué, mais nous savions qu'il s'y trouvait d'immenses réserves. Et la chance a voulu que quand le pétrole de la mer du Nord est arrivé sur le marché, les prix avaient été multipliés par 4 ou 5 depuis le moment où nous avions pris notre décision. L'industrie en a été transformée. Rapidement, la mer du Nord produisit davantage de pétrole que certains pays de l'OPEP. Et il est amusant de penser que ce sont les augmentations de prix décidées par l'OPEP qui ont favorisé la réussite de ce projet. Au cours des années 70, le Shah d'Iran voulait créer, en dehors de l'Iran, une superpuissance militaire qui couvrirait toute la région. Ce n'est donc pas pour des raisons économiques qu'il souhaitait augmenter le prix du pétrole. Les Saoudiens désiraient que ces augmentations soient raisonnables, afin de ne pas affaiblir l'économie de l'Ouest, ce qui aurait fait baisser la demande. Le choc de l'embargo sur le pétrole et la forte augmentation des prix ont conduit les pays occidentaux et les autres pays industrialisés à des changements de politique drastiques. Et toute la situation en fut modifiée. Il y eut un renversement de la balance du pouvoir. Le Shah, comme d'autres souverains de la région, vit ses revenus baisser. Il n'avait plus les moyens de mener à bien tous les projets grandioses qu'il avait conçus au début des années 1970. La forte augmentation du prix du pétrole et le pouvoir qui en avait découlé, ou plutôt l'illusion du pouvoir que le pétrole avait donné au Shah, l'a conduit à sa perte. C'était un calice empoisonné. La révolution iranienne éclata dans toute sa fureur et ébranla les fondations du monde du pétrole. Les religieux fondamentalistes, accompagnés des étudiants, étaient descendus dans la rue. Le système établi qui garantissait l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient volait rapidement en éclats. Le Shah, qui avait été le gendarme de la région, n'était plus en mesure d'assumer sa fonction. Et avec sa chute, l'influence occidentale déclina rapidement. Quelques personnes seulement assistèrent au départ du Shah pour l'exil le 15 janvier 1979. La chute du Shah fut précipitée par les grèves dans les champs de pétrole qui firent passer la production iranienne de 5 millions de barils par jour à zéro. Et cela affecta évidemment le marché mondial. 2 semaines plus tard, 1 million de personnes étaient dans les rues pour accueillir l'ayatollah Khomeini, rentrant d'exil. Résolument opposé à l'Ouest, il allait se retrouver au pouvoir. La révolution iranienne a fait augmenter considérablement le prix du pétrole. Et les compagnies paniquaient d'autant plus que les prix continuaient à monter. Pour les automobilistes occidentaux, c'était 1973 qui recommençait. Jimmy Carter avait prévenu qu'une crise de l'énergie allait éclater, mais ce ne fut pas suffisant pour sauver sa présidence du désastre, quand elle éclata vraiment. Bonsoir. Je dois vous parler d'un problème grave, nouveau dans l'histoire américaine. En dehors d'éviter la guerre, c'est le plus grand défi qui se présente à nous. Le monde n'est pas prêt pour le futur. On a utilisé 2 fois plus de pétrole en 1950 qu'en 1940. Et 2 fois plus en 1960 qu'en 1950. C'est-à-dire plus que ce qui a été consommé depuis sa découverte. Le prix du baril atteignit 40 $. Tout le monde pensait que la pénurie allait durer. Un meilleur contrôle aurait montré qu'il n'y avait pas de pénurie. Ce qu'il y avait, c'était une panique qui poussait les gens à faire des réserves. Mais on ne s'en rendit pas compte sur le moment.
On croyait qu'on pouvait augmenter les prix du pétrole à notre guise. C'est l'époque où l'OPEP était à son zénith. Et il est possible que nous ayons laissé ce sentiment de puissance nous monter à la tête. Vienne, septembre 1980. L'OPEP se préparait à célébrer son 20e anniversaire. Mais quelques minutes après l'ouverture de la conférence, la plus grande confusion s'installa. Et l'unité du groupe fut gravement ébranlée. Loin de là, à Bagdad, l'homme fort de l'Irak, Saddam Hussein, venait de lancer une attaque sur un autre membre de l'OPEP, l'Iran. Aux côtés de Saddam, on avait l'impression d'être en présence d'un boa constrictor enroulé qui pouvait se détendre et frapper à tout moment. C'était un homme très ambitieux qui avait de grands desseins et qu'aucun scrupule ne saurait freiner. Il allait marquer profondément l'histoire du Moyen-Orient. Saddam Hussein a tout de suite vu dans la chute du Shah l'occasion pour Bagdad de devenir la grande capitale de la région. Et pour l'Irak, la chance d'émerger comme le pouvoir dominant. Il était inévitable que quelqu'un comme Saddam s'aventure dans une entreprise comme la guerre Iran-Irak. Sans prévenir, Saddam Hussein avait envahi l'Iran. Ce qu'il devait avoir à l'esprit, c'était soit prendre le contrôle des champs de pétrole du sud-ouest de l'Iran, soit les détruire. Il voulait empêcher l'Iran d'asseoir sa puissance sur sa production de pétrole afin de laisser cette possibilité à l'Irak seul. En bouleversant la production iranienne et irakienne, cette guerre perturba le marché mondial du pétrole et déchira l'OPEP. Je crois que cette guerre a camouflé la faiblesse de l'OPEP qui était réelle. La guerre a réduit encore davantage les productions iraniennes et irakiennes, ce qui nous a fait croire, à tort, que nous pouvions continuer sur la même voie, garder le prix du pétrole à la hausse, tandis que la demande baissait. Pour connaître la raison de cette baisse de la demande, il fallait se rendre dans une partie très éloignée du monde, en Alaska. En Alaska, 3 compagnies, BP, Exxon et Arco, faisaient leur possible pour exploiter rapidement les vastes gisements situés sous la toundra gelée du versant nord. C'était une entreprise épique. La première fois où j'ai entendu parler de BP en Alaska, c'était par mon vieil ami et collègue Monty Pennell, qui est à la tête des explorations de BP pour le monde entier. Un jour, il est arrivé à notre réunion hebdomadaire et il nous a dit « Eh bien, mes amis, je dois vous dire qu'on a encore trouvé du pétrole et c'est en Alaska. » Mon cœur a fait un bond, ma réaction immédiate a été « Mais combien ça va coûter de le transporter depuis 3000 mètres d'altitude et sur 1500 km à travers des terres gelées et des montagnes ?» Quoi qu'il en soit, au début des années 80, un quart de la production américaine, c'est-à-dire plus de 2 millions de barils par jour, arrivait par le pipeline de l'Alaska. La balance du pouvoir pétrolier commençait à pencher d'un autre côté. Il ne fallut pas très longtemps pour rattraper les pays de l'OPEP. Ils pensaient pouvoir augmenter les prix comme ils voulaient. Ils se disaient que les consommateurs paieraient toujours. Mais avec des sources d'énergie diversifiées et une production hors OPEP, cela n'a pas été le cas. En 1983, exactement 4 ans après le deuxième choc pétrolier, l'OPEP fut obligé de baisser ses prix. Le pétrole de l'Alaska, de la mer du Nord et d'ailleurs grignotait ses parts de marché.
Cela les obligea à instituer des quotas. Ils décidèrent de fixer leur production à 17,5 millions de barils par jour. 4 ans plus tôt, ils en produisaient 31 millions. Et dorénavant, les prix allaient être fixés à New York. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour l'OPEP. Ces nouveaux quotas et la baisse des prix signifiaient que l'OPEP était en train de laisser échapper ce contrôle des prix dont elle s'était emparée en 1973. Ce que cela signifiait en clair, c'est que le pétrole, qui avait été le produit stratégique par excellence, était en train de devenir une marchandise comme une autre, comme l'or, le café, le cacao, le saucisson. Vous savez, quand en 79, le prix du pétrole a tellement augmenté, cela a enivré de nombreux membres de l'OPEP. C'était un vrai bonheur, comme une femme qui tombe enceinte. Mais ensuite, cette grossesse a causé des douleurs de plus en plus fortes jusqu'à l'accouchement pénible en 1986. Et les prix du pétrole se sont effondrés. Début 1986, le prix du brut est passé de 29 $ le baril à 10 $ le baril. Les marchés faisaient la loi. L'OPEP n'était plus en position de force. En 1986, les prix se sont effondrés. Les pays de l'OPEP ont vu leur part de marché se réduire de plus en plus. Il arriva même un moment où l'Arabie saoudite produisait moins de pétrole que le secteur britannique de la mer du Nord. Pour l'industrie pétrolière, cette chute soudaine de leurs revenus fut un grand choc. Les compagnies durent rapidement réduire leur budget et le nombre de leurs employés. Pour les consommateurs, cet effondrement des prix était formidable. On pratiquait des prix qu'ils n'avaient jamais pensé revoir à la pompe. On a ramené le prix de l'essence à 0. Le cri de bataille a résonné un peu après 6 heures ce matin. En quelques minutes, les champs de bataille étaient pleins. 2 stations-service ont tenté de gagner un concours de la radio qui visait à faire baisser le prix de l'essence. Les 2 gérants ont accepté de donner gratuitement leur essence jusqu'à épuisement du stock. Au milieu de la matinée, une double file de voitures s'étalait sur près de 2 km aux 2 stations. Chaque voiture avait droit à 50 litres. Il y avait maintenant tellement de réserves de pétrole dans le monde que les prix furent à peine affectés quand la longue guerre sanglante entre l'Iran et l'Irak affecta le reste du Golfe. Depuis le début de la guerre, l'Irak voulait augmenter sa pression contre l'Iran en détruisant ses terminaux pétroliers. L'Iran se vengea en attaquant d'abord les pétroliers irakiens qui s'aventuraient dans le Golfe, et ensuite les pétroliers des pays qui aidaient l'Irak, comme le Koweït et l'Arabie saoudite. Et c'est pourquoi nous nous sommes rapprochés des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique, pour nous abriter derrière leur drapeau et obtenir la protection de leur marine. Je crois finalement que c'était le premier signe de l'implication des Américains dans les événements à l'est de Suez. Auparavant, le Koweït avait été sous la protection britannique. Le sang coulait toujours dans la guerre Iran-Irak. Téhéran commémora même ses morts avec cette fontaine. Après 8 années terribles, les deux adversaires étaient épuisés et acceptèrent un armistice.
l'ayatollah Khomeini dit que c'était comme boire du poison. À Bagdad, Saddam Hussein prétendit avoir remporté une grande victoire. En dépit de sa vantardise, il ne s'agissait pas d'une victoire. Non. La guerre avec l'Iran ne se terminait pas par une victoire pour Saddam Hussein. Il y avait survécu, c'est tout ce qu'il pouvait en dire. Mais cela lui avait coûté très cher. Il s'était enfoncé dans les dettes. Il avait sacrifié des milliers de personnes à une ambition criminelle. La dette que l'Irak avait accumulée pendant la guerre avec l'Iran était estimée entre 75 et 80 milliards de dollars. Il avait mis le futur de l'Irak en péril en déclarant cette guerre et en la conduisant comme il l'avait fait. Le joueur s'était mis dans une position difficile et devait essayer de s'en sortir. Il fallait augmenter énormément le prix du pétrole. Les autres producteurs devaient s'écarter de son chemin. Le Koweït et les Émirats arabes unis devaient réduire leur production. Le marché avait été bouleversé et Saddam était pressé. Il ne pouvait pas attendre que le tableau économique change. Et il essaya de convaincre ses frères arabes d'oublier sa dette. Le Koweït refusa. C'était aux yeux de Saddam Hussein un péché mortel. Aux premières heures, le 2 août 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït. L'Ouest avait peur que Saddam Hussein entre aussi en Arabie Saoudite, car dans ce cas, il aurait pratiquement contrôlé la moitié de la production mondiale de pétrole. La résistance koweïtienne fut balayée. Il s'agissait d'un véritable braquage. Saddam Hussein, ruiné, a cherché autour de lui un voisin faible et très riche. Pourquoi est-ce qu'on attaque une banque? Parce qu'on y trouve de l'argent. C'était la motivation de Saddam Hussein. Le Koweït lui paraissait la cible la plus facile. C'était tout près, il pouvait lui faire du chantage, il pouvait l'effrayer pour le faire céder, et si ça ne marchait pas, il pouvait l'envahir. Il l'envahit le 2 août. Il y a 5 mois, Saddam Hussein a entamé sa guerre cruelle contre le Koweït. Ce soir, nous avons rejoint la bataille. Après des bombardements aériens massifs, les forces alliées entrèrent au Koweït. Si le Koweït avait été un petit pays d'Afrique, je ne pense pas que les États-Unis auraient fait tous ces efforts pour venir le libérer. Nous avons eu la guerre du Golfe uniquement à cause du pétrole. D'ailleurs, au départ, c'est déjà à cause du pétrole que l'Irak a envahi le Koweït. Et c'est seulement à cause du pétrole qu'on a eu les Américains et les autres forces alliées. En moins de 100 heures, la guerre du Golfe était terminée. Saddam Hussein était battu, mais encore vivant, pour pouvoir recommencer. Et les canons se sont tus. Quelle était la signification de Tempête du désert? C'était un interrègne, une période transitoire entre plusieurs sortes de pouvoirs. Il y avait d'abord eu l'ascendant britannique, puis la tentative iranienne et enfin le pari irakien. L'un a vacillé de lui-même avant de tomber, l'autre a perdu la bataille. Si on se penche sur ces 20 années, de 1971 à 1991, on constate que c'est une période pendant laquelle on a laissé la région trouver son propre équilibre, et elle n'y est pas parvenue. Maintenant, les Américains sont là pour longtemps. La boucle est bouclée. Peu après l'invasion du Koweït par l'armée de Saddam Hussein, le prix du baril était passé à 40 $. Quand le Koweït fut libéré, les prix se sont effondrés. Après 4 guerres et 3 crises du pétrole, le baril était revenu à son prix de 1975. À une époque, beaucoup d'entre nous ont pensé que toute la région du Golfe allait partir en flammes à la façon du Koweït. Cela aurait ébranlé la stabilité du monde et provoqué une crise de l'énergie.
L'instabilité est toujours présente. Et c'est pourquoi les majors cherchent de nouveaux gisements le plus loin possible de la région du Golfe, dans les eaux profondes du Golfe du Mexique, en Colombie et même au Vietnam, pays auquel on n'aurait pas songé il y a 10 ou 15 ans. Nous essayons de nous éloigner de cette boîte d'Amadou qu'est le Golfe, parce que nous savons qu'elle peut exploser à tout moment.